Oui, en fait, on a vu que Amnesty s'était beaucoup mobilisé pour les droits des femmes musulmanes en France, concernant les arrêtés qui les interdisaient de mettre le burkini sur les plages. Et en fait, c'est juste pour vous demander, sur une question qui quelquefois a été sujet de moquerie envers la France, parce que les Américains ou les États-Unis, ils ne comprenaient pas comment un sujet comme ça pouvait être au cœur du débat. Ils trouvaient ça même ridicule, c'était le terme. Mais moi ma question, c'est que Amnesty a pu se mobiliser, mettre la pression, et ils ont eu gain de cause. Et en parallélisme, vous, Monsieur Tine, 22 pays en Afrique, avec des conflits vraiment, je dirais pas plus sérieux que le Burkini, le port du Burkini. Et je me demande comment vous allez y arriver, Amnesty, en Afrique. Est-ce que l'impact... Parce que le chantier est très vaste. Si on voit Boko Haram, le Cameroun, le Tchad, comment vous allez faire, Monsieur Tine? Pour compléter, la capacité de mobilisation que vous avez en Occident sur des questions comme le Burkini et l'impact que vous avez eu et le gain de cause rapide que vous avez eu, aujourd'hui, est-ce que Amnesty International a la même capacité de mobilisation et d'impact sur les questions de droits humains brûlantes dans les 22 pays que vous couvrez? Très bien, c'est pas... je veux dire, on ne peut pas avoir le même impact partout. Avec des pays... je prends le cas du Cameroun, par exemple, où nous avons récemment produit notre rapport, c'était le 14 juillet. 14 juillet 2014. Parce que les populations du nord Cameroun sont prises entre deux feux. Vous avez Boko Haram, qui fait exploser des mosquées, qui attaque les populations civiles. Mais en même temps, vous avez les militaires qui viennent après, surtout la BIR, la brigade d'intervention rapide. Ils ne font pas de quartier. Et ce sont les populations civiles qui en font les frais. Donc vous avez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une campagne sur les 130 personnes civiles qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. On a eu 25 personnes qui ont été arrêtées, on les a mis en détention. Toutes elles sont mortes. Et jusqu'ici, les gens n'ont pas rendu compte aux familles du sort qui est arrivé à ces gens. Et puis vous avez 100 peines de mort qui ont été quand même prononcées au Cameroun, au terme, si vous voulez, de procès très expéditifs dans des tribunaux militaires. Donc, on a beaucoup de problèmes de violations de droits de l'homme, de crimes graves qui sont commis par Boko Haram et qui sont des crimes internationaux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais justement, nous sommes en train de préparer notre rapport rien que sur les crimes commis par Boko Haram. Et nous demandons à ce que les gens de Boko Haram et la communauté internationale se donnent les moyens de les arrêter et de les juger. Ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas le problème d'Amnesty. Nous, notre problème, c'est de documenter les violations des droits de l'homme, de faire des rapports, de dire qui est fautif et de dire ce qu'il faut faire. Ça, nous l'avons fait. Du côté également des États, vous avez les lois antiterroristes, qui sont souvent des lois qui violent les obligations internationales des États, même en matière de droits de l'homme. Là, vous allez au Cameroun, aujourd'hui, il y a un jeune étudiant, hein, vous connaissez Jean-Michel Cancan. Je dis, dans le pays de Jean-Michel Cancan, j'ai rencontré quand même le ministre de la Justice qui était inflexible. Je dis, mais attendez, on est dans le pays de Jean-Michel Cancan. Les gens ne peuvent même pas faire un peu d'humour. Il a envoyé un SMS pour dire, voilà, Boko Haram est en train de recruter ceux qui sont intéressés. C'est parti, il a été pris, il est en prison. Heureusement, quand nous avons discuté avec lui, ils nous disent, bon voilà, donnez-nous tous les cas où vous êtes certain que les gens sont innocents et nous allons les libérer. Ça, c'est le ministre de la Justice. Malgré tout, vous savez, le rapport a fait beaucoup de bruit dans la durée.
Ça a été très dur contre l'État du Cameroun. Il y a également la prison de Maroua. La prison de Maroua, il y a plus de 1000 personnes dans des conditions inénarrables, abjectes. Là aussi, eux-mêmes, ils reconnaissent effectivement cet état de fait, mais ils disent, bon, voilà, nous sommes dans des pays très pauvres, patati, patata. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est d'engager une campagne à partir du 30 août jusqu'en fin décembre sur le thème de respecter nos droits. Sur le Cameroun surtout, pour que quand même les droits humains des personnes civiles non armées et qui sont innocentes, que ces droits-là soient fondamentalement respectés au Cameroun. Donc, pour Boko Haram, moi je suis parti aujourd'hui à l'ISS. Vous savez que le combat commence à avoir des résultats. Hein. Quels résultats? Il paraît que les attaques ont diminué de pratiquement 40%, à cause bien sûr du fait qu'il y a les différents pays qui sont dans la force mixte. Effectivement, leurs actions a été payant effectivement dans le Tchad, bassin de lac Tchad. Dans le Tchad, qui a fait arrêter et exécuter oui, des hommes de Boko Haram. Les hommes de Boko Haram, ils ne sont même pas jugés au Tchad, on les exécute. Au Niger, pareil, ils ne les jugent même pas. Oui. Donc, dans ces deux pays. Mais nous sommes en train de faire les rapports, je ne voudrais pas anticiper sur nos résultats. Mais d'accord, mais est-ce que, voilà, est-ce que vous vous prononcez, est-ce que vous mobilisez contre cette justice expéditive et cette tendance lourde en Afrique et même ailleurs à aller vers des tribunaux d'exception sous prétexte d'insécurité? Quand on a terminé notre rapport au Cameroun, vraiment nous avons rencontré les Nations Unies, nous avons rencontré le HCR, nous avons rencontré tous les ambassadeurs du pays, même le Japon était là. Et nous avons fait notre travail de plaidoyer. Vous êtes prononcé sur la situation au Tchad? Sur la situation au Tchad, on va aller au Tchad l'année prochaine, Inch'Allah. Mais là, sur les exécutions? Non, on s'est prononcé. On a fait des communiqués de presse, on a sorti, même sur les militaires qui ont disparu pendant les élections parce qu'ils ont voté pour Déby. Mais on a sorti beaucoup de communiqués, beaucoup de tweets sur ces questions. Mais nous sommes déjà en place au Tchad, nous sommes déjà au Niger, nous sommes en train d'enquêter et les rapports vont sortir sur les résultats concrets de tout ce que nous sommes en train de faire dans ces pays-là. Alors, outre le droit à la sécurité, il existe d'autres droits humains, notamment les droits des migrants. Des migrants. Et ça me fait penser au cas Mbayang Diop, la jeune Sénégalaise qui est dans l'antichambre, en attente d'être exécutée par l'Arabie Saoudite. Et on vous a entendu au début de cette affaire. Où en sommes-nous et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour quand même protéger ces émigrés ou ces immigrés qui quittent leur pays et arrivent dans d'autres pays qui ont des lois beaucoup plus scélérates? Je vous informe d'ailleurs que le prochain thème de campagne d'Amnesty International sur pratiquement 2 ans va porter sur les réfugiés et sur les migrants. Et puis nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle le RAG, c'est le Conseil consultatif régional où nous allons réunir ici à Dakar pratiquement tous les directeurs africains. Et les directeurs aussi bien des bureaux régionaux que les directeurs aussi des sections pour discuter justement de beaucoup de questions, dont la question de la migration avec notre compatriote Bakro Alindiaï que vous connaissez. Oui. Mais pour vous informer sur l'histoire de Mbayang, non seulement nous nous sommes prononcés, mais vous savez, il y a Boubacar Sey qui travaille sur la question des migrants qui est venu me voir avec Moukban. Et puis avec Seydi Gassama, ils ont fait la semaine dernière seulement une conférence de presse conjointe sur la question de l'Arabie Saoudite. Vous savez, aujourd'hui, les formes contemporaines d'esclavage existent en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite aussi, nous avons également une violence extrême dans la manière dont ils exécutent les gens. Là, mais les États, les pays d'origine ont une responsabilité de protection de leurs citoyens dès le départ.
dans ce contexte de traite voilà, des personnes. Et c'est un droit humain fondamental. Et qu'est-ce que vous faites dans les pays voilà, d'origine de toutes ces jeunes femmes qui migrent? Il s'agit du Sénégal, mais de pas mal d'autres pays jusqu'à Madagascar. Et que fait Amnesty International? Si vous faire une réponse courte, nous avons encore... Une réponse courte, je vais dire. De toute façon, ce que j'en sais, Amnesty a fait beaucoup de recherches en Arabie Saoudite, beaucoup de publications en Arabie Saoudite et au Qatar, surtout au Qatar aussi. Et vraiment, il y a beaucoup de rapports qui ont été faits. En ce qui nous concerne encore ici, concernant l'histoire de Mbayang, j'y reviens, on a écrit une lettre commune au ministre, justement comment dirais-je, chargé des migrants, hein, le directeur de la migration, et le ministre des Affaires étrangères, et le ministre de l'Intérieur. De tout de même concernant ce trafic, c'est un trafic d'êtres humains, que les gens qui sont là, qui prennent les bonnes, qui s'engagent, qui font des contrats, qui les envoient, qu'on fasse une enquête. Parce que ce sont des criminels. Vous suivez ces dossiers? Mais bien sûr, nous avons interpellé, c'est par écrit que les gens ils l'ont fait. On ne discute que de ça. Et puis tous les jours que Dieu fait, j'ai des... Alors nous attendons votre prochain rapport. Les gens m'envoient des tweets tous les jours de l'histoire de Mbayang que nous suivons. Et mais nous suivons aussi l'histoire des autres. Vous savez très bien que la position de l'Arabie Saoudite, son argent, fait que tout le monde lui fait la cour. Hein. Les pays les plus développés, ils ferment les yeux sur ce qui se passe. Y compris récemment, vous savez, l'ONU a dénoncé... sortir une résolution, ils ont dit, bon, écoutez, on va vous couper les bourses, ils sont revenus là-dessus. C'est incroyable que le secrétaire général des Nations Unies pour l'argent de l'Arabie Saoudite, c'est ça le problème de fond aussi. Et c'est le problème aussi quand ils viennent ici pour la coopération. On envoie un package, on dit, bon voilà, on va construire, on va... Mais quelque temps après, vous avez des bombes humaines. Je pense que toutes ces questions-là, ce sont des questions de fond qu'il faut étudier et parler ouvertement à l'Arabie Saoudite de ces questions. Donc c'est l'échec même de la communauté internationale dans ces affaires-là. Globalement, c'est le pétrole qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en matière de violation des droits humains dans ces pays-là, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar.